Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Les titres. Le gouvernement du président Patrice Talon a mené de nombreuses réformes dans plusieurs secteurs au Bénin. Les réformes engagées dans le secteur de la santé ont été exposées par le ministre Benjamin Nkpati lors d'une émission. Des précisions dans cette édition. Face aux informations sensibles liées au terrorisme dans une partie du Nord Bénin, le président de la HAC, Édouard Loko, invite les professionnels des médias au respect du code de l'information et de la communication à travers un communiqué. Des détails dans cette édition. Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Léon-Gbedji, a réagi par rapport à des propos mensongers sur sa personne. C'était lors d'un atelier organisé par l'IAJP Co. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à tous. Lors d'une émission spéciale, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a exposé les différentes réformes opérées en 8 ans de gestion pour faciliter l'accès à la santé aux citoyens béninois. Un entretien télévisé co-animé par les confrères Christian Gondjo de la Radio Nationale et Angèle Toboula de ETélé Bénin. La santé, pour en parler, il faut la voir sous deux angles. La santé au niveau du secteur public et du secteur privé, parce que la moitié des populations sont soignées par le secteur public et l'autre moitié par le secteur privé. Au niveau du secteur public, avant 2016, il existait une véritable pagaille. Les populations n'avaient pas accès aux soins de santé de manière continue, en raison de grèves intempestives qui empêchaient même des femmes enceintes de pouvoir aller accoucher accompagnées par des agents de santé qualifiés. C'est pour ça que dès 2016, le gouvernement a entrepris de profondes réformes qui ont permis de limiter ou bien d'enrayer, contrairement au passé, ces grèves. En effet, un dialogue social constructif et permanent a été instauré par le gouvernement avec les partenaires sociaux. Et de plus, dans ce dialogue, à travers ce dialogue, l'ensemble, quasiment la totalité des revendications qui faisaient l'objet de ces grèves a été soldée, disons résolue totalement. De notre point de vue, dans le secteur public, il faut voir également les questions d'accès aux soins de chirurgie. C'était également un problème. Et c'est pour ça que depuis 2016, le gouvernement a mis en place un programme pour que nous puissions mener des campagnes intensives de chirurgie foraine accompagnées par les partenaires techniques et financiers privés au niveau local, ce qui a permis donc de faire en sorte que des populations qui ne pouvaient jamais avoir accès à des soins de chirurgie, notamment des soins de chirurgie de cataracte, ont pu avoir accès à ces soins. C'est près de 9000 de nos compatriotes qui ont pu en bénéficier. Et de l'autre côté, il y a des soins spécifiques qui n'existaient pas dans le pays, pas du tout. On n'aurait pu jamais penser qu'on allait opérer à cœur ouvert, mais aujourd'hui, c'est le cas au Bénin. Et évidemment, nous avons un peu le côté, disons, social. Comme vous le savez, il y avait des mesures de gratuité qui existaient avant 2016, notamment en ce qui concerne le paludisme et la césarienne. Après 2016, le gouvernement non seulement a mis en place un dispositif pour que l'assurance maladie devienne une réalité,
mais à intensifier ces programmes pour permettre aux populations d'avoir des soins. Depuis 2016, c'est près de 22 milliards que nous avons investis pour pouvoir faire en sorte que nos populations qui souffrent de paludisme, de césarienne et d'autres affections nécessitant cette prise en charge puissent l'avoir. Dans le secteur privé, excusez-moi du peu, mais il régnait une véritable anarchie. Des infrastructures totalement insalubres, tenues par des personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans une institution de formation en sciences de la santé, étaient présents et donnaient la mort à ciel ouvert. Et conscient du fait que ce désastre ne pourrait pas continuer, le gouvernement a entrepris donc une lutte implacable pour fermer ces structures de santé totalement illégales et déférer devant les juridictions compétentes les auteurs qui les cautionnaient ou les ouvraient. Aujourd'hui, le secteur privé est quasiment totalement assaini, mais c'est une lutte permanente que nous continuons de mener. Donc voilà un peu le panorama de ce qu'il y avait en 2016 et les actions qui ont été entreprises par le gouvernement pour faire en sorte que les populations puissent avoir justement la disponibilité de soins, mais surtout la disponibilité de soins de qualité. Alors, vous avez parlé de pagaille pour désigner ce qui se faisait dans le secteur public, d'anarchie pour ce qui concerne le privé. Quelles sont ces balises-là que vous mettez surtout en place pour qu'on ne retombe pas dans des travers? Parce que, vous l'avez dit, lorsqu'il y a des mesures qui sont prises, il y a toujours des gens qui essayent de contourner. La première chose et la plus importante, c'est que l'ensemble des réformes du secteur de la santé ont été bâties sur un socle solide, c'est-à-dire des dispositions législatives et réglementaires qui permettent que n'importe quel quidam ne vienne pour remettre en cause totalement l'ordre établi. La deuxième chose fondamentale, c'est que nous avons mis en place derrière. Vous savez, l'être humain, il a besoin un peu d'être surveillé. C'est pour ça que le gouvernement a mis en place un dispositif, notamment à travers la cellule de contrôle et d'inspection des structures de santé, qui couvre aussi bien le secteur public que le secteur privé, pour s'assurer qu'au quotidien, ces travers ne reviennent pas dans le secteur. Et comme je l'ai dit tantôt, un dialogue constructif et permanent est établi avec les partenaires sociaux. Retrouvez dans quelques heures l'intégralité de l'entretien sur nos plateformes. Le président de la HAC, Édouard Loko, s'est adressé aux professionnels des médias à travers un communiqué dont voici la teneur. Compte tenu du caractère délicat de l'information liée à la sécurité, je rappelle à tous que conformément à la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication. En son article 36, les informations sensibles relatives au terrorisme dont une partie du septentrion de notre pays requiert ici comme ailleurs pour le traitement doigté et circonspection. Elle ne saurait être livrée sous le joug de la recherche d'exclusivité ou autre. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité éthique et déontologique de tenir grand compte du point de vue professionnel des services compétents du commandement des forces de défense et de sécurité. J'en appelle au sens de responsabilité sociale de chacun et de tous édicté à l'alinéa 3 de l'article 2 du Code de déontologie de la presse béninoise. Tout contrevenant sera désormais purement et simplement suspendu par mesure conservatoire. Cotonou, le 19 septembre 2024, communiqué signé du président Édouard Loko. Poursuivons cette édition au détour de l'atelier de formation de réflexion pour les jeunes sur les valeurs citoyennes organisé par l'Institut des artisans de justice et de pêche en oiseaux IAJPECO le vendredi dernier. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement Wilfred Léon-Roubedi a fait des clarifications sur les propos mensongers sur sa personne. Pour lui, son honnêteté est irréprochable. On l'écoute au micro de Anaël Dobou. On est ici
Tout le monde n'a pas le devoir d'être ainsi, mais moi, pour la projection que j'ai toujours faite de ma vie et de mon parcours, je me suis imposé des exigences. J'ai fait 20 ans de journalisme, 20 ans de journalisme politique. Et je peux vous le dire, la main sur le cœur, je mets au défi. Il n'y a pas un homme politique béninois qui dirait « J'ai donné 100 000 francs à Wilfried pour écrire pour moi » ou « Je lui ai donné 100 000 pour écrire contre mon ennemi ». Il n'y en a pas. Et tous, ils m'ont toujours respecté, sauf aujourd'hui. Je suis honnête, je le revendique. Et c'est pour ça que parfois, quand on lit des choses, on entend certaines choses, on peut être frustré. Et parfois, on se dit, mais ceux qui nous connaissent, ils pensent que du jour au lendemain, on a pu changer, on est devenu le contraire de ce qu'on a toujours été, ce qu'on a toujours prôné. Pour le Bénin, en tout cas, moi, je donnerai ma vie. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, au-delà de ce qui se répand, ce qui se raconte sur les réseaux, le jour où je serai mort, si vous vous réunissez, vous dites, bon, il a quand même un peu aimé le Bénin, il s'est donné, il mériterait qu'on mette le drapeau sur son cercueil, je serai le plus heureux parmi les autres là-bas. Je ne demande pas plus. J'ai été journaliste. Et j'ai été un journaliste généralement critique, mais honnête et intègre. Aujourd'hui, je ne suis pas journaliste. Je suis un serviteur de la République à un autre niveau et ça n'a rien enlevé à mon intégrité, à mon honnêteté. Rien. Mais il y a beaucoup qui m'ont connu journaliste et qui pensent que le porte-parole du gouvernement, quand il vient à la télévision, il doit faire de l'analyse politique. Il doit dire, le gouvernement auquel j'appartiens a pris telle décision qui ne me semble pas tout à fait juste, tout à fait opportune. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'expliquer pourquoi on a pris telle décision. Je peux vous dire la main sur le cœur. Depuis bientôt 8 ans que je suis aux côtés du président Patrice Talon, je m'occupe de gérer mon salaire et pas plus que ça. Je n'ai pas une entreprise qui capte des marchés. Il n'y a aucun directeur de société publique ou privée qui va vous dire que Wilfried est venu négocier un marché. Il n'y en a pas. Je ne gère pas de budget où on va dire il a volé. Comment je peux avoir volé pour être en train de mettre 300 millions dans une maison à Fijirosé avec piscine et jardin que vous avez vu? Mon fils, quand il a vu, m'a envoyé, il dit, papa, on dirait que je n'ai pas vécu dans la même maison. J'ai dit, laisse-les. Il dit, oh, je savais que tu vas banaliser. Yo, laisse-les. Grand bien leur face. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, les 3 pays membres de l'Alliance pour le Sahel, l'AES, ont annoncé la mise en place prochaine d'un passeport biométrique. L'annonce a été faite dimanche dernier à la veille du premier anniversaire de la création de l'AES par le chef de la junte malienne, par ailleurs président en exercice de cette structure. Selon le colonel Assimi Goïta, la mise en circulation de ce nouveau passeport biométrique a pour objectif d'harmoniser les titres de voyage dans l'espace commun à l'AES. Quelques citoyens béninois apprécient cette mesure. Au micro de Francis Fahami, Nasserine Fatoumbi. Ce sont nos frères, les pays de l'AES, bon, on ne leur souhaite pas de difficultés quand même. C'est une bonne chose. C'est une bonne décision. Est-ce que la décision de la CEDEAO qui parle de libre circulation et des personnes, des biens, comment ils ont réglé ça, ces 3 pays-là? Nous allons leur souhaiter seulement une bonne chance de faire ce qu'ils veulent de la AES. Nous qui sommes de la CEDEAO, nous aussi, si la CEDEAO aussi décide de faire quelque chose pour ceux de la CEDEAO, nous allons le faire, c'est nos frères. Nous n'allons pas les jeter. On peut ou pas, nous allons toujours parler avec eux, nous allons toujours communier avec eux. Entre eux, il n'y a pas de problème. Entre les pays de l'AES, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a certains pays de la CEDEAO qui peuvent avoir des difficultés. Parce que les imposer entrée de visa. Voilà les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. Là, ça dépend de comment les relations
bilatérale maintenant. C'est ça qui va peser beaucoup plus. Ceux-là ont décidé aujourd'hui, d'avoir leur propre monnaie, les pays du Sahel ont décidé d'avoir leur propre monnaie, d'avoir aussi une libre circulation des personnes et les biens concernant leur pays. Et ils ont demandé même, ils sont allés loin pour avoir un passeport biométrique. C'est salutaire. Et je voudrais que les chefs d'État africains puissent comprendre leurs idéologies. Aujourd'hui, tel que les choses se lisent, c'est comme si, s'ils se retrouvent à 3, la CEDEAO va prendre les mesures contre eux. La circulation des personnes et des biens que nous appelons en français ECOWAS, ça devient quoi chez eux? Parce que c'est un rassemblement de l'Afrique francophone, ou c'est même pas quoi, qui amène ECOWAS. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent, eux, avec leur passeport biométrique, avec ceci? Ça profite la population que nous sommes. En quoi? En sa séance du Conseil des ministres tenue le 18 septembre, le gouvernement béninois a adopté le projet de décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse. La prise en charge de la dialyse nécessite des ressources importantes impliquant l'intervention de l'État, bien que la participation des patients. Au micro de Nassirine Fatoumbi et de Francis Fahmi, quelques citoyens béninois commentent cette décision. Vraiment, c'est salutaire parce que je regrette toujours que nous sommes dans un pays où on n'apprécie pas toujours ce qu'on fait de bien. Il faut remercier légèrement un peu le gouvernement qui a vraiment allégé un peu la peine de nos dialysés. Mais le gouvernement a parlé du retournement social. Retournement social. Un gouvernement qui a parlé d'un retournement social à un malade, ce qui veut dire c'est 100%. Nos frères qui sont dialysés, on doit les prendre en charge 100%. Je dirais que mon gouvernement a fait quelque chose. Et je dirais que le gouvernement peut faire mieux. Parce que ces dialyses-là, c'est des gens qui souffrent beaucoup. Et il y a des morts parmi eux. Depuis la suppression, où on a mis un peu gratuit sur l'autre régime, nous avons constaté beaucoup de morts dans ce monde-là. Il y a eu beaucoup de morts. Nous, on a crié ici, on a dit, bon, on a conseillé au gouvernement, mais le gouvernement réagit tardivement. Sur le problème, les kits de dialyse là, c'est à quel pourcentage? Il faut savoir le coût. C'est le coût qu'il faut savoir pour voir si ça répercute sur ces genres de produits. Sinon, faut pas qu'on nous parle de coûts de douane et qu'après, on saura que c'est autre chose. Pas facile à un dialysé personnel de supporter cette maladie-là. Parce que ce n'est pas facile. Un dialysé, c'est 100% que l'État béninois doit le prendre en compte. Sinon, quand on dit qu'on diminue quelque chose, c'est bon, hein, ils ont fait de leur mieux. Mais pour nous, les populations de la rue, nous demandons au président Patrice Talon, chef de l'État, le chef de son gouvernement et premier magistrat, chef suprême des armées, pourquoi pas de faire ça à 100% pour que les dialysés puissent sentir que oui, ils sont vraiment béninois et ils sont heureux sous le régime du président Talon. Le bureau exécutif de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin-UNAMEL Bénin, dirigé par le président Barnabas Oroukouman, a été reçu en audience par le ministre de la Justice et de la Législation du Bénin, Yvon Detchenou, ce mercredi
18 septembre et les échanges ont porté sur l'assainissement de l'environnement de la presse en ligne et le code du numérique en lien avec les artistes du web journalisme au Bénin. L'UNAMEL Bénin a appelé à une plus grande implication du ministère de la Justice pour garantir le respect de la loi afin de renforcer la légitimité des médias en ligne officiellement reconnus par l'instance de régulation AC. L'UNAMEL Bénin a exprimé son souhait que ce code soit revu dans son champ d'application concernant les journalistes. Après avoir écouté attentivement les préoccupations exprimées, le ministre Yvon Dethiénou a réaffirmé sa volonté d'accompagner la presse en ligne dans le cadre de réglementation et de législation en vigueur. Il s'est également engagé à fournir des ressources humaines en cas de besoin pour les formations à destination des acteurs de la presse en ligne, soulignant l'importance de la rigueur et la responsabilité dans le traitement de l'information. Autre information dans cette édition, le plus vieux métier au monde rencontre quelques difficultés dans le 12e arrondissement de Cotonou en République du Bénin. Selon une information rapportée par BIP Radio, plusieurs travailleuses de sexe ont été interpellées au cours de ces dernières nuits. Il s'agirait, selon le média en question, d'une opération qui a démarré depuis plusieurs jours. Au total, une vingtaine de filles de joie auraient été interpellées dans le cadre de la dite opération et la police aurait pour objectif d'empêcher ces professionnels de sexe de rester sur les grandes voies du 12e arrondissement de Cotonou et sur les grandes voies de Parakou. Des citoyens de Cotonou commentent ces arrestations au micro de Nassirine Fatoumbi Kanté Amoussou. On les écoute. Vous savez, cette histoire de prostituées de rue là, c'est dangereux. C'est dangereux. Il faut mettre fin à ça. C'est ce que nous demandons à la police, ça. Prostituées de rue, avec les pathologies d'aujourd'hui, les maladies virales, telles que la variole de singe, qui est une pathologie transmise par les relations sexuelles désordonnées, qu'on mette fin à ça. C'est trop. Avant, c'était un peu... Aujourd'hui, c'est les Béninois qui ont rentré dedans. Ce n'est plus les gens du Nigeria. Aujourd'hui, vous ne verrez plus les Ghanéennes, tous sont rentrés. Aujourd'hui, c'est le Nigeria et le Bénin. C'est nos filles du Nigeria et nos filles du Bénin qui font ce travail. Les belles de nuit qui servent à quelque chose dans n'importe quel pays. Moi, j'aurais préféré en tant que citoyen lambda qu'on régularise peut-être la situation de les voir au bord de la route. Peut-être c'est au bord de la route qui n'est pas quelque chose de très bien qu'il faut encourager. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour légaliser, pour pouvoir les recenser. Je ne sais pas comment on peut contrôler la prostitution. On ne sait même pas qui est prostitué, qui n'est pas. C'est ceux qui restent au bord de la voie, ou bien qui? Je me dis, peut-être le gouvernement a un plan derrière. Mais je dis, il faut que ce plan-là leur soit favorable pour qu'on ne nous dise pas que c'est la disparition totale de ces belles femmes de nuit. Elle n'est pas bonne. Il y a des citoyens béninois, il y a des étrangers. Agosi tomembo wa bo wa yobo bo wa Bénin. Mais à Djambali ni sunu yono julo agaleto Djamba. C'est parce qu'elle reste au bord de la voie ou bien au bord de la rue que on les interdit ça. Et ceux qui ne restent pas là, qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est ça qui est. Est-ce que c'est la prostitution qui est interdite, qu'on veut interdire, ou bien c'est les prostituées qui restent au bord de la voie qu'on veut interdire? Je veux que le gouvernement, le chef de l'État nous donne des clarifications. Parce que moi, c'est ça que je veux comprendre. Même dans les grands pays les plus développés, c'est légal. On a légalisé ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est si sadique que ça. 2 semaines après le Épée, les minants de Aniro et du Bénin ont
célébrer Bakatoé, leur fête identitaire. Je le disais tantôt, 2 semaines après le Pékoué, les Minans de Anéro et du Bénin ont célébré le Bakatoé, leur fête identitaire, le 14 septembre dernier. Une célébration marquée par le message de Nana Ané Oniko, roi des Minans, avec le soutien des autorités togolaises, suivi en direct par les Minans de Cotonou. Le compte-rendu est signé Carles Kitome. Que la bénédiction des ancêtres continue à veiller sur nous et que cette bénédiction jaillisse sur tous les peuples du monde, sur le peuple de Dahomey, du roi Béhanzin. À Cotonou, comme à Agoué, les Minans du Bénin, à l'instar de leurs frères du Togo, ont marqué d'une pierre blanche la date du 14 septembre 2024, jour du Bakatoé, fête identitaire des Minans. Une célébration placée sous le signe de l'unité. Le thème de cette année est une invitation à revisiter notre histoire, à contempler l'héritage légué par nos prédécesseurs. Ce symbole d'intégration que représente notre ville d'Anéro n'est pas un fruit du hasard. Il s'agit d'une œuvre bâtie sur du roc. Peu connu au Bénin, le Bakatoé prend déjà de l'ampleur au Togo avec le soutien des autorités. La fête identitaire qui nous réunit ce jour est la preuve palpable de votre désir de faire reconnaître votre histoire, celle du peuplement de votre localité. Aussi, son instauration marque-t-elle l'expression de votre reconnaissance en un seul patriarche nommé Kwame-Dessou. C'est enfin la marque de la recherche permanente de la paix et de la quiétude avec votre entourage. Vous comprenez donc que cette 7e édition de la fête identitaire des Minans constitue une véritable restitution de l'histoire qu'il faudra s'approprier. Célébré 2 semaines après la prise de la pierre sacrée à Glidi, le Bakatoé 2024 invite elle aussi à la paix et à la tolérance. Depuis Anéro, Kwakouvi Magloire, un conseiller du conseil du trône Adigo et allié a défini le Bakatoé, et on l'écoute au micro de Carles Kitome. Le Bakatoé, c'est l'ouverture de la mer à l'embouchure. La mer s'est ouverte en langue fanti, mais à Elmina, ça se passe une fois par an. Le fleuve qu'on appelle Benya, qui veut dire j'ai trouvé de l'eau en langue fanti, rentre en mer une fois par an et l'ouverture se fait automatiquement. C'est ça la signification de Bakatoé. C'est une fête de reconnaissance aux divinités et aux entités protectrices de la ville, parce que après avoir découvert l'eau qui est sous le vocable Benya, ça s'est transformé en une entité protectrice féminine du nom de Benya Itu, qui a demandé à patronner toutes les divinités à Elmina et a demandé qu'une fois par an, on se rassemble pour lui adresser les suppliques et pour qu'elle puisse aider la population. Et c'est le premier mardi du mois de juillet, là-bas. Étant donné que la fête de Pékoué tourne toutes les 13 lunes, nous ne pouvons pas ramener le premier mardi de juillet de manière fixe. C'est pour ça que, après avoir réfléchi, nous avons placé notre fête de Bakatoé au 2e samedi qui suit la prise de la pierre sacrée à Avegbacho, à Glidji. Actualité hors de nos frontières à présent, au Sénégal, on en sait un peu plus sur le planning des législatives anticipées du 17 novembre 2024. Selon un communiqué de la Direction générale des élections, la liste des candidats retenus devra être publiée le 7 octobre au plus tard. La campagne électorale va commencer quant à elle le 27 octobre et prendra fin le 15 novembre. Les résultats législatifs de
devrait être connu le 22 novembre au plus tard. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en mars dernier, avait annoncé, il faut le rappeler, le 12 septembre dernier, dissoudre l'Assemblée nationale et fixer des législatives anticipées au 17 novembre. Autre information, le bilan des explosions des appareils de transmission du mouvement islamiste libanais Hezbollah ces 2 derniers jours s'élève à 37 morts et 3539 blessés, a annoncé ce jeudi le ministre libanais de la Santé Firas Abiad. Le ministre de la Santé Firas Abiad a précisé que 12 personnes avaient été tuées dans la première vague d'explosion de Beeper le mardi dernier et 25 dans la deuxième vague d'explosion de Talkie-Walkie le lendemain. Un précédent bilan faisait état de 20 personnes décédées. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.